Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 22 dans l'émission du débat. Au programme aujourd'hui, retour sur la présidence de Houari Boumedienne, décédé il y a 44 ans, jour pour jour, un homme qui a pris le pouvoir en Algérie quelques années après l'indépendance du pays. On rappelle que Houari Boumedienne est devenu président de l'Algérie après un coup d'État en 1965, et ce jusqu'à sa mort en 1978. Focus donc sur ce personnage historique, et pour en parler, nous sommes avec Bourhalfa Benamar, militant des droits de l'homme, et Mourad Yefsa, militant politique. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. C'était donc le 19 juin 1965, un coup d'État est mené par des révolutionnaires en Algérie qui font chuter le président en place, à l'époque Ahmed Ben Bella. Dans la foulée, Houari Boumedienne prend le pouvoir. Bourhalfa Benamar, à ce moment-là, on est dans une situation historique pour l'Algérie. Tout à fait, mais comme c'était le cas même les deux, trois premières années auparavant, c'était déjà une situation historique, mais assez complexe, vu la lutte acharnée pour le pouvoir qui avait commencé à partir du premier coup d'État contre le GPRA, puisque Boumedienne n'était pas son premier, puisqu'il a pesé de tout son poids pour réduire de l'importance et de la légitimité du GPRA. Dès la constitution en fait, du GPRA, donc il a torpillé complètement cette institution. Donc ce qui s'est passé par la suite n'a été qu'une suite logique de, de, de ce qui a été fait. Sauf que on ne peut pas singulariser sa trajectoire puisque lui-même a fait partie d'un groupe, voilà, d'un clan aussi, dont il n'a pas été forcément l'instigateur, mais il a su tirer les bénéfices de cette situation. Historique aussi sur un autre plan, qui était celui de la décolonisation. Dans ce contexte-là, donc je renvoie aussi éventuellement vos téléspectateurs que je salue au passage, et mon camarade Morad qui est là. Ainsi aussi, en vous remerciant de nous offrir un peu ces espaces de liberté que nos concitoyens n'ont pas forcément en Algérie, avec ce qui s'est passé récemment. Mais aussi, ces mouvements de décolonisation ont été accompagnés par l'établissement de dictatures qui ont remplacé en réalité les régimes coloniaux qui sont partis. D'ailleurs, j'invite à ce titre vos téléspectateurs, pour ceux qui ont la possibilité de le lire, la thèse d'Aid Hamed concernant l'afrofascisme est assez intéressante à lire, ne serait-ce qu'à titre de curiosité scientifique d'une part, et aussi ça renseigne sur cette période-là qui a touché toutes les anciennes colonies, notamment françaises. Les colonies anglaises, bon, ont obéi à notre schéma, mais globalement, les colonies belges et françaises ont été pareilles, hein. Donc, on a dépossédé un peu les véritables révolutionnaires de leur légitimité pour en établir une. Ce qu'il ne faut pas oublier, moi, c'est un fait historique qui est complètement avéré. Euh, Houari Boumedienne a fait 5 mois de maquis. Il s'est retrouvé avec le grade de colonel. Il a passé essentiellement toute la Révolution. Il était stationné à l'extérieur. Il était stationné dans les bases marocaines. Donc, ce qui lui a valu aussi d'être beaucoup plus d'avoir la démarche de l'intrigue avec le dernier président qu'on a connu, c'est-à-dire Abdelaziz Bouteflika, plus qu'un révolutionnaire aguerri au combat qui aurait gagné ses galants dans les maquis de Loire-Senis ou de la Kabylie ou dans tout le territoire algérien où le peuple réellement a subi plus qu'il n'y avait. Donc ce n'est pas un procès à charge. Je pense que l'histoire se chargera de faire un peu la lumière avec le recul, puisque c'est une période qui n'est pas même 44 ans après. C'est des sujets qui méritent qu'on les approche de manière, je dirais, beaucoup plus euh,
beaucoup plus pédagogique, parce qu'on a besoin de comprendre ces périodes-là, qu'est-ce qui s'est passé. Et une bonne partie de ce que nous vivons aujourd'hui vient directement des choix politiques qui ont été faits à l'époque, que ce soit en termes institutionnels, l'histoire du parti unique, le quadrillage sécuritaire de la société, la répression comme réponse à toute tentative d'organisation de la société qui a voulu s'émanciper. Voilà. Et puis aussi, il faut reconnaître à cet homme-là cette capacité à avoir réussi à utiliser à bon escient toute cette armada d'officiers et de sous-officiers qui ont déserté de l'armée française à la veille de l'indépendance, à avoir cassé, réduit de l'importance des maquis de l'intérieur, et aussi d'avoir mis un peu à genoux la, le pays qui a du mal à s'en remettre, puisqu'à son décès, on a eu des milliardaires qui sont sortis dans ne sait où. C'est un autre sujet dont on va parler, un sujet très important. Mourad Yefsa, Ouari Boumedienne était un ancien colonel. Bouralfa Ben Ammar en parlait. C'est un ancien colonel de la guerre d'indépendance. Il avait été nommé ministre de la Défense en 1962 par Ahmed Ben Bella, le président qui, 3 ans plus tard, a été victime du coup d'État révolutionnaire dont a participé Boumedienne. Est-ce qu'il y avait à l'époque dans l'opinion publique un sentiment de trahison de la part de Ouari Boumedienne envers Ahmed Ben Bella ou pas du tout? Ce qu'a dit mon camarade Bouralfa est tout à fait juste. Et je pense que je ne vais pas revenir dessus parce qu'il a clarifié les choses. Moi, ce que je voudrais dire, premièrement, ce n'était pas un coup d'État révolutionnaire, c'était un coup d'État tout court. C'est-à-dire que l'utilisation donc, de la force et essentiellement donc, de l'armée pour destituer donc, un président qu'il avait lui-même aidé à s'installer par la force et se mettre à sa place. Donc ça, c'est une première chose. Et on peut dire de ce point de vue que la date de naissance donc, du système militaro-policier algérien a pris naissance justement après donc, ce coup d'État. Le deuxième aspect, moi je pense que c'est intéressant donc, de revenir sur cette période parce que c'était un contexte international qui était favorable à des pays comme le nôtre, donc qui avait fait une révolution glorieuse et vraiment qui avait réussi à arracher son indépendance et qui avait la sympathie donc de centaines de pays et d'ailleurs donc autour donc de ce qu'on a appelé à l'époque ensuite ce qui a constitué le groupe des 77 pays et avait donc une grande sympathie, donc une aide. Il y avait des milliers donc de citoyens étrangers, donc d'ingénieurs, de professeurs, d'économistes, d'experts, etc., qui spontanément donc, sont venus en Algérie pour aider donc, ce pays donc, à se construire, à évoluer. Et avec ce coup d'État, donc, le régime donc, de Boumedienne n'a pas hésité à arrêter et torturer, y compris donc, parmi ces gens qui sont venus donc, en Algérie pour aider donc, le pays à se relever. Le troisième point, je pense que si on doit aborder la question donc, de ce régime. Donc, Boumedienne, oui, c'était un colonel. Donc, Bouralfa est revenu un peu donc, sur ces aspects-là. Mais il y a une chose sur son bilan, c'est que dans le contexte national, effectivement, quand il est arrivé, il a dispersé les forces nationales. Il a encore divisé les différentes, je dirais, les différentes composantes révolutionnaires du peuple algérien et pour pouvoir donc s'accaparer totalement le pouvoir et écarté par la force et par, je dirais, par la dictature qu'il avait installée, donc écarter donc les autres composantes politiques donc du pays, donc de l'exercice donc de la politique et les empêcher de donner leur point de vue. Si on veut revenir sur un bilan, moi je pense que c'est quand même important donc, de regarder donc, les objectifs qu'il s'était fixés lui-même. Hein.
Mais premièrement, donc, il se disait comme étant donc un régime populaire démocratique. Donc, quand on regarde donc la gouvernance qu'il avait pratiquée, c'était une gouvernance quand même qui reposait sur essentiellement la terreur de la sécurité militaire, avec à la clé donc l'assassinat, y compris donc de grands révolutionnaires algériens comme Kerim Belkacem, Khedar et plein d'autres. Si on regarde sur l'histoire, donc sur les objectifs économiques qu'il s'était fixés, la révolution agraire qui a englouti donc des sommes colossales. Aujourd'hui, on est dans une situation où 70% des calories que consomme l'Algérien, elles sont importées. Si on regarde la révolution industrielle, mais qui a aussi consommé donc pas mal donc de ressources du pays. Aujourd'hui, l'industrie du pays participe à moins de 10% donc pour la réalisation donc du PIB algérien. Si on regarde la révolution, donc la démocratisation, ce qu'il appelait la démocratisation donc de l'enseignement, on voit aujourd'hui donc le niveau de notre système éducatif et la catastrophe à tous les niveaux donc de l'éducation nationale. Voilà, donc c'est pour dire que la façon dont Boumedienne a pris le pouvoir a déterminé en réalité donc la suite. C'est-à-dire que c'était la recherche du pouvoir, ce n'était pas donc un combat sur des valeurs, sur des objectifs, en tentant donc de réunir les forces vives de la nation pour sortir donc ce pays, l'Algérie qui venait donc d'arracher donc l'indépendance avec donc une violence qu'a subi le peuple algérien qui est inouïe, qui est énorme. Donc le peuple algérien qui était saigné et n'a pas encore terminé donc de panser ses blessures. Et voilà, donc ce coup d'État est donc ce système donc militaro-policier installé avec donc la terreur qui a suivi. Et donc dans ce contexte, il n'était pas possible donc de faire grand chose. C'était effectivement donc le régime d'un colonel et donc le régime d'un militaire qui a donné ce que nous vivons aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait mon camarade Boukhalifa sur le livre d'Aït Hamed, L'Afrofascisme. C'est vraiment un très bon livre à lire, tout à fait d'accord avec lui. Il y a aussi donc un livre qui explique comment Boumedienne a tenté donc de légitimer son pouvoir. Donc c'est un très bon ouvrage à lire qui s'appelle donc le processus de légitimation donc du pouvoir militaire algérien, qui a été donc écrit dans les années 80 et nouvelle édition donc en 2000 par Abdelkader Ifsah. C'est pas pour faire de la publicité pour mon cousin, mais c'est quand même une bonne référence. Vous avez évoqué plusieurs points. Mourad Yefsa, dont un important, c'est le pouvoir. Bourafa Benamar, je me tourne vers vous. Pendant son mandat, Ouari Boumedienne occupait plusieurs postes. Il était donc président de l'Algérie, chef du gouvernement, ministre de la Défense. Comment cela se déroulait en Algérie en termes de décisions politiques? On a l'impression que beaucoup de pouvoir était centralisé sur lui, concentré sur lui. Force est de constater qu'on peut lui reconnaître cette capacité d'arbitrer parce qu'il fallait avoir une sacrée dose de cynisme pour faire des arbitrages. Donc ça, je pense que c'est indéniable, il l'a eu. Il l'a eu par sa connaissance un peu des hommes, puisqu'il pouvait s'appuyer sur des gens qui ne pouvaient pas travailler ensemble. Lui, il a eu un peu cette capacité, je n'irai pas jusqu'à dire de génie, mais il a eu cette possibilité. Donc les arbitrages, il les faisait. Il a su aussi à un moment adoucir une certaine opposition et s'entourer de personnes qui malheureusement l'histoire sera un peu sévère à leur égard, mais il ne faut pas oublier qu'à partir du coup d'État, où il y a eu une tentative d'organisation, puisque les maquis du FFS ont été disséminés, la tentative vaine de l'ORP, de l'Organisation de la Résistance Populaire, deux organisations qui étaient apparentées un peu à l'ancien PCA, qui a donné par la suite naissance au Pax, et qui par la suite se sont... je fais un peu court, excusez-moi, qui se sont quand même engouffrés qui ont été dans leur soutien critique un soutien quand même pour
pour Boumedienne. Donc il y avait cette impression qu'il avait su amalgamer un peu tout cela avec un projet d'avenir, ce qui n'était pas forcément le cas, puisque les aspirations réelles de démocratie et d'émancipation étaient tues. Mais lui, il a réussi ce tour de passe-passe en étant président du Conseil de la Révolution à l'époque, c'était comme ça que ça s'appelait, qui était quand même d'un point de vue sémantique et d'un point de vue historique une usurpation, puisque pour le peu de véritables révolutionnaires qui siégeaient à ce conseil, on pouvait les compter sur le nombre des doigts. Il y avait essentiellement des colonels. Ils ont tous eu leur galant, ce n'était pas au combat pour la plupart, hein. Donc c'est un peu trivial, c'est un peu générique comme propos que je tiens là, mais je pense que une simple consultation de, de l'histoire nous permettra d'avoir ces confirmations. Mais il a eu aussi il a pu s'entourer de personnes et de personnalités qui ont apporté aussi, qui ont apporté. Donc il y avait des jeunes comme Saad Dahlab, il y avait, comme on l'a vu là, bien que ce n'est pas je n'ai pas d'affinité particulière avec lui, mais vous avez des personnes comme Qassem Net Belkacem, voilà, il a eu ce génie je ne dirais pas d'utiliser, mais de, de combler un peu le manque de légitimité réelle qu'il avait en tant que véritable révolutionnaire d'une part, et d'avoir cette dimension, c'est ce qui lui a permis aussi d'essayer de se tailler une dimension de chef d'État. Comme l'a dit le camarade Morad, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, on était en pleine vague de l'affirmation du tiers-monde. Donc l'Algérie, avec toute la sympathie qu'elle avait acquise avec sa révolution, avait déjà un capital sympathique, quel qu'était le président qui était à la tête, hein. Donc il y avait un crédit, un open crédit pour toutes les personnes et les personnalités. Donc la révolution algérienne a essayé de s'exporter. On ne prend jamais la rose sans l'épine, hein, bien sûr. Mourad Yefsa, est-ce que le peuple algérien espérait voir ce coup d'État pour voir les choses changer, peut-être dans un contexte où le pays venait d'obtenir son indépendance? Je pense qu'à cette époque-là, le peuple algérien voulait la paix, hein. D'ailleurs, c'est l'une des raisons essentielles qui a fait que les différents, je dirais, coups de force internes ont réussi et le peuple ne voulait pas s'impliquer dans ces opérations. Le peuple algérien ne voulait pas de coup d'État, ne voulait pas de coup de force, ne voulait pas donc d'un régime militaire. Le peuple algérien, il s'est battu, il s'est sacrifié pour avoir la souveraineté, pour avoir la parole, pour avoir la liberté. Donc ce sont des mots qui ont un sens, parce que c'est tout le mouvement national qui a labouré le champ politique, le champ culturel, par ces mots d'ordre, en donnant un contenu à ces mots d'ordre, parce que pour le peuple algérien, la liberté, l'indépendance, c'était bien entendu revenir à la souveraineté politique, à la souveraineté sur les ressources. Donc en 65, quand il a fait un coup d'État, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient ni pour ni contre, parce que pour la majorité du peuple algérien, normalement, les responsables de la révolution devaient donc se mettre d'accord pour diriger un pays et sortir de la misère, sortir donc de cette situation conflictuelle. Par contre, effectivement, la façon dont Boumedienne a géré donc cette période, le Conseil de la Révolution et tous ceux qui étaient membres de ce Conseil après, donc lorsqu'ils ont témoigné, donc ces dernières années, particulièrement Tahar Sbiri, Cherif Belkacem, j'ai lu quelques témoignages. Il disait la chose suivante, c'est que une fois qu'il a fait son coup d'État, jamais n'a réuni le Conseil de la Révolution. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Tahar Sbiri, qui était chef d'état-major, a fait un coup d'État en 67 pour lui dire que tu reprochais à Ben Bella donc d'agir, de faire un pouvoir personnel, tu fais la même chose. On a un Conseil de la Révolution que tu ne réunis pas. Donc il y avait véritablement donc un pouvoir personnel.
Et il y a aussi le fait qu'il faut revenir aussi aux conditions qui ont permis à Boumedienne donc de durer. La France voulait la stabilité en Algérie, donc elle cherchait éventuellement un homme fort capable d'arrêter le processus révolutionnaire qui était né donc de l'indépendance, un processus dans lequel les gens donc s'impliquaient, mais s'impliquaient pacifiquement, parce que il y avait un débat, tous les gens qui ont vécu cette période-là, et quand on lit toutes les thèses qui ont été faites sur, y compris la crise de 62, de juillet-août 62, et puis la suite, il y avait un débat, il y avait des affrontements sur la base des idées, sauf quand il y avait des provocations donc militaires de ceux qui détenaient le pouvoir à l'époque, que les choses se sont transformées en violence. Et tout ça, effectivement, moi, je pense qu'il n'a pas cherché, il a cherché à s'assujettir, comme le disait donc Boukhalifa, certaines élites, donc certaines personnes qui avaient des connaissances, qui avaient donc des savoirs pour les faire marcher dans le cadre donc de la mise en place donc de son régime, mais il n'a pas cherché à réunir les forces sociales, à réunir les composantes politiques et sociales donc algériennes, et y aller dans le sens effectivement des objectifs de la révolution. Et ça, il a par contre effectivement joué sur la division. Il a tenté donc par tous les moyens de diviser, de jouer les uns contre les autres, la même politique divisée pour régner, y compris donc le régime actuel utilise, hein, qui fait que les partis de l'opposition, les syndicats, les organisations n'arrivent pas à se mettre à table et discuter pour pouvoir donc aller dans une direction, pour pouvoir arracher donc cette souveraineté, arracher la démocratie, arracher les libertés. Donc effectivement, sa force a été d'un côté s'assujettir donc certaines élites pour travailler donc sous ses ordres, en étant donc le chef suprême, et de l'autre côté diviser tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui et les faire travailler les uns contre les autres en utilisant tous les moyens, que ça soit donc la corruption, parce qu'il a utilisé aussi, il a utilisé donc la corruption pour certains, et ceux qui n'acceptaient pas la corruption, bien sûr, le bâton, et des fois, il n'a pas hésité à utiliser la manière vraiment très forte. Sur le plan international, Boukhalifa Ben Ammar, on se souvient également de la relation chaleureuse qu'il entretenait avec le président français de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Les deux hommes s'étaient mis d'accord sur de nombreux points sensibles, l'indemnisation des rapatriés, l'immigration, le gaz, le pétrole. On a cette impression qu'ils étaient très proches. Est-ce que Ouari Boumedienne a contribué à la réconciliation, entre guillemets, franco-algérienne ? C'est une question assez qui peut appeler à une réponse. Monsieur Ben Ammar, on vous entend plus, ça a coupé visiblement. Mourad, là, vous m'entendez là? vous êtes revenu apparemment. Voilà, vous Voilà. répondiez à la question. D'accord. Je vous ai coupé. Voilà. Voilà, Donc, je pense qu'il n'a pas plus apporté de réponse il n'a fait que gérer au fait au profit des Français. Et d'autre part, il s'est inscrit tout de suite, très très vite, dans le quadrillage de la communauté algérienne en France surtout, avec le truchement des éléments de la sécurité militaire qui voulaient absolument, parce que c'était l'endroit où allaient s'organiser, où allaient se cristalliser toutes les formes d'opposition, ce qui était le cas d'ailleurs. Mais la réconciliation, non. Je pense que le travail il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'en avait pas, je pense, l'envie. C'était un fonds de commerce aussi, hein, cette guerre mémorielle, à la fois quand vous avez une position officielle de l'Algérie ou quand vous avez les discours à une consommation interne. Il faut pas oublier, c'est que quand il est décédé, on n'avait même pas bouclé encore. On était à quoi? On était à 8 ans, 16 ans de l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est quelque chose qui était encore
vivace dans la mémoire et c'était une guerre qui était assez dure. L'Algérie en a été profondément marquée. Donc il faut du recul. Je ne pense pas qu'il soit légitime, d'une part, à s'inscrire et je pense que les limites structurelles de ce régime sont telles qu'on ne pouvait pas attendre une forme de réconciliation. Aujourd'hui, regardez, on est pratiquement à 6 décades de l'indépendance de l'Algérie. Des deux côtés de la Méditerranée, la mémoire est encore très vive. On ne peut pas approcher ces questions mémorielles. Je pense qu'elles vont se résoudre quand il y aura un contexte démocratique en Algérie. C'est très important parce qu'il ne peut y avoir de réconciliation si on ne reconnaît pas les souffrances de l'autre. Il faut qu'elles soient reconnues. Et pour qu'elles soient reconnues, il faut qu'elles soient exprimées et ne pas être assujetties. Tant que, tant que la question de la guerre d'Algérie, de la révolution algérienne, reste le fonds de commerce du régime, on ne peut pas sereinement parler de réconciliation. Et le seul, à mon avis, hein, mon modeste avis, il faut qu'il y ait un contexte démocratique pour que ça puisse se faire. Même regarder ce qui s'est passé par la suite, regarder ce qui se passe il y a moins de 10 ans, il y a quelques années de cela. Euh, c'est des questions qui sont assez épineuses. Et puis, il faut qu'il y ait une volonté, il faut qu'il y ait une volonté politique. La volonté politique qui doit découler d'une certaine légitimité populaire. Il faudrait que le pouvoir qui soit élu est déjà anticipé sur ces questions. Donc, il n'a fait que jouer sur cette question comme un fonds de commerce. Et ça l'a servi aussi. Ça l'a servi. Je me rappelle, j'ai regardé quelques vidéos où il était en train de parler de Zéro Youssef, il pleurait. Je ne doute pas, je ne peux pas me permettre, je ne suis pas équipé d'un sondeur d'âme ou de conviction. Je ne doute pas qu'il ait été profondément algérien ou ce n'est pas mon rôle. Mais si vous voyez, quand il apporte un témoignage en pleurant, en pleurant devant un parterre d'Algérie. Bouralfa Benama, on a du mal à vous entendre, ça a visiblement coupé. Mourad Yefsa, ce sera le mot de la fin pour clôturer ce débat, on est rattrapé par le temps. Que retenez-vous en quelques mots de Ouari Boumedienne? Je pense que moi, ce que je retiens, c'est qu'il a effectivement construit les fondements du système actuel. Et le système actuel qui est réellement, je dirais, un obstacle au peuple algérien pour avancer vers la liberté, vers l'indépendance, vers la souveraineté du peuple, vers la souveraineté sur ses institutions, sur ses ressources. Je pense que c'est vraiment une période dont on paye aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on paye aujourd'hui donc la facture. Et je crains effectivement que les générations futures vont encore la payer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je pense il a aussi, comment dirais-je, entraîné derrière lui des forces énormes donc de la jeunesse, donc il avait semé des illusions. Et c'est des illusions qui se sont avérées après donc vaines. Quand on lit un peu, je pense que c'est un bon livre aussi, de général Rachid Ben Yelles, donc les mémoires donc dans les arcanes du pouvoir, donc de 62 à 99. Et lui, il revient sur cette période-là parce que déjà à l'époque, il était militaire. Et il explique comment, effectivement, donc, Boumedienne a gardé les intérêts français en Algérie, essentiellement l'utilisation de l'énorme base de Mers el-Kbir, donc du côté donc, de l'ouest algérien, le maintien donc, des essais nucléaires dans le sud et le maintien de ses intérêts économiques. Et puis ensuite, donc, la cerise sur le gâteau, il faut le dire aussi aux Algériens,
c'est qu'il a accepté donc comment dirais-je, la réforme donc des relations des accords d'Évian de 68, et qui remettait en cause justement donc un ensemble de droits qu'avaient donc les Algériens en France, qui fait que petit à petit donc ces droits ont été je dirais supprimés, alors qu'avant on avait énormément donc de droits comme tout à fait semblables à ceux des citoyens français. Donc ça aussi c'est aussi lui qui a été donc à la tête donc de ce changement. Et puis, bien sûr, la mise, comment dirais-je, l'effacement de la grande fédération de France où les Algériens étaient organisés. Donc, en France, il y avait des organisations politiques, syndicales, associatives, sociales, d'entraide, vraiment un réseau d'organisation qui était énorme. C'était l'une des communautés les mieux organisées, les mieux solidaires. Et bien sûr, avec l'aide donc de l'Algérie, donc la France a complètement donc disloqué ces organisations grâce à l'aide que lui avait apportée donc l'Amicale des Algériens en Europe, qui était une organisation directement dirigée par le gouvernement algérien. Voilà, donc c'est des choses que je voulais. Je ne sais pas si j'ai encore une minute ou deux, mais je peux encore rajouter quelques mots si j'ai encore le temps. Vous pouvez, pour clôturer ce débat, voilà, ce sera le mot de la fin. On vous écoute, Mourad. Oui, encore une fois, donc j'aimerais, parce que c'est une question d'actualité, vous voyez, donc on vient donc d'arrêter un journaliste, Al-Qadhi Hassan, qui est un journaliste algérien qui fait son travail vraiment sérieusement, qui a un organe de presse, donc Radio M, avec bien sûr les autres journaux. Et à l'époque, donc durant le régime de Boumedienne, il qualifiait la démocratie, les libertés d'expression comme étant des questions qui sont d'ordre plutôt capitaliste, et que ça n'allait pas dans le sens des intérêts du peuple. Alors qu'aujourd'hui, tout le peuple algérien, donc on a vu donc les millions qui se sont mobilisés donc en 2019, qui effectivement donc ont démontré le contraire, qu'ils ont besoin donc de cette liberté d'expression, ils ont besoin de cette liberté d'organisation, ils ont besoin de la liberté d'édition, de faire des journaux, de diffuser leurs idées, de débattre projet contre projet entre Algériens. On peut ne pas être d'accord, hein. Donc il y a beaucoup de camarades dans le Hirak avec lesquels je ne suis pas d'accord sur certains aspects, mais on débat avec eux, et c'est comme ça qu'on s'enrichit et on s'améliore, et c'est comme ça qu'on obtient une société équilibrée, une société évoluée, une société qui avance, qui prend conscience de son avenir et qui prend conscience des efforts qu'il faut faire pour vraiment avoir un pays qui produit ses richesses, un pays qui effectivement donc devient de plus en plus indépendant nationalement, indépendant du point de vue alimentaire, indépendant du point de vue industriel, indépendant du point de vue économique, etc. C'est comme ça qu'on construit un État fort, et c'est comme ça qu'on construit un pays fort, et bien entendu avec des citoyens bien entendu forts et prospères. Voilà, donc c'est tout ça. À mon avis, le régime de Boumedienne, il a sapé des conditions de construction d'un État qui puisse avancer vers le progrès. Je laisse, il y a le camarade Boukhalifa qui revient, il a peut-être quelque chose à rajouter. Désolé. Monsieur Boukhalifa Ben Ammar, un mot de la fin. Voilà, on va clôturer ce débat là-dessus. Ce que vous retenez au final de Monsieur Boumedienne, de Ouari Boumedienne dans ses décisions politiques? Je pense que je considère qu'il a été mal éclairé aussi de par son entourage et de par sa perception du pouvoir. Donc c'est ce qui l'a entraîné un peu, et c'est ce qu'il a entraîné un peu le pays derrière lui. Je pense que maintenant, il y a d'autres aspects qui peuvent être intéressants, mais je ne veux pas m'inscrire dans cette habitude un peu générique de faire un procès à charge. Je pense que c'est une question qui peut intéresser les universitaires aujourd'hui, dans un contexte démocratique, de nous apporter des éclairages beaucoup plus larges, beaucoup plus importants, puisque les arcanes du pouvoir, on a suffisamment de témoignages aujourd'hui qui peuvent être interprétés avec des outils qui permettent une meilleure lecture des conditions historiques de l'époque. C'est extrêmement important. Il faudra aussi qu'on décentre un peu notre approche de notre propre histoire. Notre propre histoire doit être
critiqué, interrogé, questionné, mais avec des outils qui permettent une meilleure compréhension. Merci Bouralpha Ben Ammar. Je rappelle que vous êtes militant des droits de l'homme. Merci également Mourad Yefsa. On rappelle que vous êtes militant politique. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet, un nouveau thème. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Canal 22.